Salut camarade. Alors, la Fox a bloqué ma vidéo sur Braveheart du 21 août 2015, sans aucun doute parce que les extraits étaient trop longs et pas assez recadrés. Alors, ça ne m'a même pas saoulé, bizarrement. Je me suis dit que c'était l'occasion de la retoucher puisque c'est une vidéo dont je suis pas très content. Elle est vieille, etc. Alors, même si vous pouvez toujours la voir sur le site hero.com.fr, j'ai quand même décidé d'en faire une nouvelle version. J'ai donc rajouté des musiques, j'ai embelli tout ça, j'ai dynamisé, j'ai coupé certains trucs au montage. Quoi d'autre? J'ai corrigé le son, et cetera. J'ai rajouté deux trois extraits. Voilà. Bon alors j'ai pas pu faire de miracle, hein, parce que le matos de base reste le même, c'est-à-dire ce que j'ai tourné en forêt il y a 2 ans. Mais même s'il y a des trucs dont je suis pas très content, je préfère cette version. Donc voilà, profitez bien, j'espère qu'elle vous plaira. Quoi de mieux pour débuter cette nouvelle émission sur les erreurs historiques dans les films que de commencer par le film qu'on considère comme le plus faux historiquement parlant? Je veux bien évidemment parler de Braveheart, un film réalisé par Mel Gibson en 1995 et qui traite de la vie de William Wallace, l'un des plus grands héros écossais du XIIIe siècle. Tout commence en 1280 avec la mort du roi écossais, laissant les nobles locaux se battre entre eux et combattre le roi d'Angleterre Édouard Ier, le grand méchant de l'histoire, qui leur propose de venir seuls et désarmés à des pourparlers dans une grange pourrie. Alors déjà le kilt n'apparaît qu'au XVIe siècle, hein, et puis surtout pas sous cette forme-là, quoi. C'est quoi ça là? Et non, ma tenue n'est strictement rien d'anachronique, c'est un pur choix personnel. Ensuite, en 1280, Alexandre III, roi d'Écosse, n'est absolument pas mort, hein, il est bien vivant et il ne va mourir qu'en 1286. Ensuite, Édouard Ier n'a jamais invité les nobles écossais à des pourparlers. En réalité, ce sont les nobles écossais qui, en 1287, suite à la mort d'Alexandre III, sans presque avoir d'héritier, c'est-à-dire que la seule héritière potentielle était Marguerite de Norvège, la fille du roi de Norvège, ces nobles ont fait appel à Édouard Ier, leur roi voisin, pour régler les problèmes de succession, sachant que la gamine avait 2 ans et qu'à l'époque, la santé d'un enfant de 2 ans, c'est très fragile. Donc, globalement, il n'y a juste pas moyen pour qu'en 1280, Édouard Ier invite des nobles écossais à des pourparlers, puis même, si on suit la logique du film, ça choque personne le côté oh viendez dans une grange en ruine tout seul sans armes, je vous ferai rien, hein. J'ai juste éclaté les Gallois et je cherche juste à récupérer vos terres, mais promis, je vous ferai rien. Évidemment, les gentils nobles écossais ont été pendus par les méchants anglais dans la grange pourrie. Jamais les nobles n'ont été pendus. Ils ont signé le Ragman Roll, c'est-à-dire un traité de la reconnaissance de la suzeraineté d'Édouard Ier sur l'Écosse, mais rien de plus. On voit du coup des cavaliers anglais sillonner la campagne écossaise d'un air conquérant, non loin de la ferme des Wallace. Je peux absolument pas expliquer ce que font ces cavaliers anglais en Écosse avant 1296, date à laquelle Édouard Ier envahit l'Écosse. Il envahit l'Écosse parce que Jean de Balliol, qui est roi en Écosse depuis 1292, il a abjuré sa fidélité envers son suzerain Édouard Ier en signant avec son ennemi, l'ennemi d'Édouard Ier, Philippe IV le Bel, roi de France, le traité de l'Aulde d'Alliance. On en reparlera de l'Aulde d'Alliance, je vous le promets. Donc concrètement, il n'y a pas de soldats anglais en Écosse avant 1296. Vient la scène révoltante du mariage où le seigneur anglais local embarque la mariée au nom de la prima nocte. Bonjour, moi, c'est la prima nocte. Je suis une invention d'Hollywood juste là pour faire fantasmer les Américains. Wallace, qui vient de perdre sa belle égorgée par le shérif local, se révolte et ses copains avec. Alors pendant l'affaire de l'Anarque, le shérif n'a pas été égorgé. William Wallace l'a découpé en morceaux. Mais ça devait pas être très joli à filmer. Ah oui, et pendant que William Wallace se prenait pour un garçon boucher, ces hommes n'ont pas tué les soldats anglais comme dans le film, non, ils les ont entassés dans des granges et ils les ont brûlés. Stirling, c'est LA bataille du film, où les Écossais vont massacrer l'invincible cavalerie lourde anglaise. Alors la bataille de Stirling, déjà, Mornay, Lachlan, Craig, ils n'existent pas. Le seul noble présent à la bataille de Stirling, c'est Andrew de Moray, que William Wallace a rejoint à Dundee en 1297, peu de temps avant la fameuse bataille. Ensuite, cette fameuse bataille, elle est emblématique grâce à son pont. Mais si, le pont, celui que vous ne voyez absolument pas pendant le film. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'armée anglaise était bien plus nombreuse que celle des rebelles écossais,
Mais il y a un chevalier anglais qui en a eu marre d'attendre et qui a poussé ses hommes à traverser le pont pour aller péter la gueule des Écossais, et William Wallace a saisi l'occasion pour massacrer les Anglais pendant qu'ils n'avaient pas le temps de se regrouper. Et ça a été une victoire totale. Il n'y a pas les pieux, la cavalerie lourde, machin, non, ça n'existe pas. Donc concrètement, filmer Stirling sans un pont, c'est à peu près comme Trafalgar en pleine montagne, ou Waterloo dans un canyon, ou une Thaïlandaise sans érection, ça n'a pas de sens. Et puis même, ils sont très beaux ces maquillages là, vos teintures bleues là, hein, mais les Pictes c'était 1000 ans avant. C'est comme le kilt. Il y a une historienne qui s'appelle Sharon Crossan qui a dit que Braveheart était à peu près aussi approprié que si on avait filmé un film sur les colons américains où ces mecs-là seraient habillés avec des costumes du XXe siècle, mais mis à l'envers. Ah oui, puis petite anecdote croustillante aussi. Dans l'armée anglaise, il y avait un trésorier qui accompagnait l'armée, et quand William Wallace l'a chopé, il l'a tué et il en a arraché la peau pour en faire un baudrier pour son épée. C'est toujours sympathique l'artisanat local. Suite à une telle victoire, Wallace est fait chevalier et grand protecteur de l'Écosse par les nobles écossais. William Wallace a bien été désigné gardien et grand protecteur de l'Écosse, mais pas que lui. Il y a aussi Andrew de Moray, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui l'a accompagné à la bataille de Stirling. Ensuite, William Wallace n'a pas été fait chevalier tout de suite, il a été fait chevalier pendant son invasion d'Angleterre. Invasion pendant laquelle Andrew de Moray est mort dû à ses blessures de Stirling. Fort de son succès, le badass Wallace décide d'envahir l'Angleterre, en commençant par York. Il n'y a rien à dire, hein, il a bien envahi l'Angleterre. C'est un truc qui se faisait beaucoup à l'époque, mais même avant et même après, les raids d'un côté ou de l'autre de la frontière. Par exemple, il y a un bled qui s'appelle Berwick-upon-Tweed. Il a changé plus de 10 fois de nationalité pendant son histoire. Alors William Wallace, pendant son invasion, il a occupé des villes comme Cumberland, Hexham, Durham, Carlisle, etc. Mais il n'a jamais occupé York, qui était la plus grosse ville du nord de l'Angleterre et qui était bien trop puissante pour lui et son armée. Et si nous vainquons, nous aurons ce qu'aucune génération avant la nôtre n'a connu. Une Écosse libre et unie. Ouais, et c'est pas comme si on avait été libre avant 1296. Et libre et uni avant 1286 avec Alexandre III. Falkirk, c'est l'autre bataille du film, où Wallace, trahi par tous les nobles, est définitivement vaincu. Alors, à Falkirk, Mornay, Lachlan et Craig, étant donné qu'ils n'existent pas, n'étaient pas là. En revanche, William Wallace a peut-être bien été trahi par des nobles comme John Comyn, qui est l'ennemi juré de Robert de Bruce de Sevens, qui effectivement a quitté le champ de bataille. On ne sait pas si c'est par peur ou par traîtrise, mais en tout cas il l'a quitté. Ensuite, Robert de Bruce de Sevens, il n'était pas du tout à la bataille. Étant comte de Carrick, il était où? À Carrick! Et il n'a rejoint le camp anglais qu'en 1302, c'est-à-dire 4 ans après Falkirk. Ensuite, globalement, c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. William Wallace a organisé ses hommes dans des espèces de carrés hérissés de piques. Hein. La cavalerie n'a pas réussi à percer, donc Édouard Ier a ordonné à ses archers de pilonner les positions écossaises. C'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça dans le film, donc c'est plutôt respecté. En revanche, il n'y a pas du tout eu d'Irlandais dans la bataille. Des Gallois, oui, effectivement, sont les archers qui ont causé la perte des Écossais. Et le plus drôle, c'est qu'à la veille de la bataille, ils ont failli se désister pour rejoindre le camp écossais parce qu'il manquait de nourriture. Ça aurait pu totalement faire gagner les Écossais. Mais malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Wallace finit par se rendre à Édimbourg sur l'invitation de Robert de Bruce, mais c'est un piège et il est capturé. Concrètement, il n'a pas été chopé à Édimbourg. William Wallace, il a été chopé près de Glasgow. Il a été trahi par un écuyer. Et puis je pense pas, même si on suit la logique du film, que Robert de Bruce de Sevens ait été tabassé par les derniers des soudards anglais avinés sans que rien ne se passe par la suite. Tu tabasses pas un noble quand t'es juste un soudard. C'est pas possible. À la fin, Robert de Bruce doit faire reconnaître sa couronne par les Anglais, mais décide de se battre et leur pète la gueule. Comme je l'ai déjà dit, Robert de Bruce de Sevens s'était couronné tout seul en 1306 et il a combattu les Anglais et les nobles écossais pro-anglais pendant près de 20 ans. Donc quand il arrive à Bannockburn en 1314, il est déjà roi depuis 8 ans et il est sûrement pas là pour réclamer la légitimité de sa couronne aux Anglais. D'ailleurs, parlons-en de sa couronne, c'est quoi ça? C'est un serre-tête? Et puis même selon la logique du film. Vous croyez sincèrement qu'on aurait réuni deux armées face à face juste pour faire reconnaître la légitimité du mec? Bah non, je sais pas, il y avait plus simple. Tu
Tu mettais 2 émissaires royaux dans une petite chaumière pourrie, puis tu demandais au roi écossais de venir sans armes avec un page pour se l'escorte sur un mulet. Hein? Selon le film, le père de Wallace, Malcolm, est fermier et a 2 fils, John et William. C'est pas vrai. Le père, il s'appelait Alan et il avait 3 fils, Malcolm, John et William. Et c'était pas les derniers des bouseux des Highlands, hein, c'était quand même des nobles, de basse noblesse peut-être, mais des nobles. Son papa étant parti combattre l'envahisseur avec son frère, ils se sont fait buter, laissant William orphelin. Ni le père ni John ne sont morts à ce moment-là. Le père il verra William se battre et son frère John il va mourir 1 an après lui, en 1306. Et puis d'ailleurs il n'y a pas de oncle Argyle. Hein. Je comprends que ce soit plus simple scénaristiquement de le faire élever par un oncle qui va l'emmener partout en Europe, mais il n'existe pas. Et ça valait peut-être pas le coup d'ailleurs de créer un oncle pour l'élever si c'est pour que celui-ci le traumatise en moins de 5 minutes. Tu n'avais pas envie non plus qu'on tue ton père. Pourtant, il est mort. Rentré au bercail, William raconte à son amour d'enfance ses voyages à Rome, en France, etc., histoire de se la péter. Il est juste pas sorti d'Écosse avant 1298, c'est-à-dire après la défaite de Falkirk. Désolé. Il finit par épouser sa zouze, Meuronne, mais en secret, pour éviter la prima noctée bien sûr. Alors pour Meuronne, on sait pas trop. On pense qu'il a bel et bien épousé ou séduit une jeune femme qui s'appelait Marion Braithwaite. Je parle super bien gaélique aussi. Et on n'est pas vraiment sûr de la véracité de cette anecdote. Pour bien nous faire comprendre que c'est un gentil, il nous dit qu'il veut juste vivre en paix avec sa ferme, tout ça. Malheureusement non, hein. William Wallace c'était déjà hors-la-loi bien avant l'affaire de Lanark. On sait par exemple qu'avant ça, il a refusé de signer le Ragman Roll, le fameux paplard de soumission. C'est pas compliqué, à William Wallace on lui attribue à peu près le même genre de jeunesse turbulente qu'à Du Guesclin un siècle après lui. Et c'était pas un Jojo Du Guesclin. Wallace a pas mal de copains, notamment Hamish le bourrin et son papa Campbell, et le taré Stephen d'Irlande. Certaines sources évoquent bien un certain Stephen d'Irlande, mais aucune ne mentionne ni Hamish ni son père Campbell. Oui, parce que dans le film il s'appelle Campbell. Après sa défaite à Falkirk, Wallace décide de se venger des vilains nobles qui l'ont trahi. Après Falkirk, il est absolument pas resté en Écosse. Pourquoi? Parce que les nobles dont il se venge dans le film n'existent pas. C'est une bonne raison. D'ailleurs, je me permets de souligner les capacités d'infiltration exceptionnelles de William Wallace. Il fait passer tous les espions et tous les assassins pour des brêles. Il a infiltré le château de Mornay, de nuit, à cheval. À cheval. Après Falkirk, William Wallace il est parti sur le continent pour défendre la cause écossaise, notamment à la cour de Philippe le Bel, qu'il appelait bien-aimé. Il a peut-être même combattu aux côtés de Philippe le Bel à des batailles comme Courtrai en 1302. Mais il n'est pas revenu en Écosse avant 1302-1304, justement. Arrêté, il est condamné à être hanged, drowned and quartered, traîné, pendu, éviscéré, émasculé et décapité. Alors pour ce qui s'agit du gore, Mel Gibson est toujours très professionnel, donc l'exécution elle est parfaitement véridique. À quelques détails près, notamment ils ont traîné William Wallace sur 6 km par des chevaux, mais je comprends que Mel Gibson ait fait le choix de ne pas le filmer parce que ça doit pas être très photogénique, un mec dont le visage n'est plus qu'une plaie ensanglantée avec 2 yeux tuméfiés au milieu. Les 4 membres de William Wallace n'ont pas été envoyés aux 4 coins de l'Angleterre, mais aux 4 coins de l'Écosse. Et puis si on veut rentrer dans les détails, ses entrailles, ses parties génitales, tout ça, ils les ont brûlées aussi. Voilà. Robert de Bruce, membre d'une très vieille famille noble écossaise, nous est présenté comme le 17e du nom. Mais pas du tout. Robert de Bruce, j'adore mon accent. Robert de Bruce, il était 7e du nom, pas 17e. Je comprends pas pourquoi ils ont rajouté 10 Robert de Bruce avant. Le papa de Robert, qui tire les ficelles en secret, reste caché parce qu'il est lépreux. Robert de Bruce, le 6e, il a jamais ressemblé à des cornflakes traînant dans un bol de lait depuis 3 jours. Il a jamais eu la lèpre. Son fils l'a sans doute eu, beaucoup plus tard, mais lui jamais. Ah d'ailleurs, un petit fait amusant. Robert de Bruce, le 6e, il est parti en croisade avec Édouard Ier. Ça explique pourquoi il aime bien les Anglais, il est quand même parti au Club Med avec leur chef.
Le jeune Robert est sans arrêt présenté comme faible, tiraillé entre ses désirs et les ordres de son père. C'est un peu pénible comment le film n'arrête pas de faire passer Robert VII le Bruce pour le dernier des faibles manipulé par Gordon Graham, là. Non, c'est pas vrai, c'était l'un des mecs les plus puissants de l'époque et il savait très bien réfléchir tout seul. Oh, puis pour l'anecdote, juste un très léger détail. Braveheart, c'est lui, c'est pas William Wallace historiquement, c'est lui. Après l'arrestation, le jeune Robert comprend que c'est son père qui a vendu Wallace pour que son fils devienne roi. Alors pour commencer, toi, Kellogg's, ta gueule, t'es mort. Ouais, je suis désolé, mais ça fait 1 an que t'es mort en 1304. Désolé de te l'annoncer comme ça doit être un peu douloureux. Quant à toi, Robert de Bruce VII, fais pas cette tête-là, t'as pas besoin de ton père pour devenir roi d'Écosse. Historiquement, à la mort de ton père, Robert de Bruce VI, t'as décidé de faire valoir tes droits à la couronne et tu t'es fait couronner en 1306. T'as jamais trahi William Wallace et y a pas de « tel était le prix pour ta couronne ». Édouard, c'est le méchant, donc Édouard, il balance le conseiller et amant de son fils par la fenêtre. Ah ouais, ça déconne pas quand même, non, parce que il y a bien des chroniques qui racontent qu'il était capable d'arracher des poignées entières de cheveux à son fils. Il avait beau être un mec terrifiant parce que très très colérique, ça m'étonnerait qu'il ait défenestré un amant de son fils. Après York, Édouard veut négocier avec Wallace, mais par sécurité, envoie sa belle-fille, Isabelle de France. Édouard Ier n'a jamais engagé de pourparlers avec William Wallace. Pourquoi ? Parce que William Wallace n'ayant jamais pris York, il n'avait pas de raison de s'inquiéter outre mesure. En revanche, on va pouvoir commencer à parler d'Isabelle de France avec un peu plus de sérieux. Isabelle de France, c'est la fille de Philippe le Bel, donc c'est la sœur de Louis X le Hutin, Philippe V le Long et Charles IV le Bel. C'est une très très jolie femme, c'est également une femme très très intelligente, et pour que des chroniqueurs le soulignent à l'époque, il fallait qu'elle soit vraiment très 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 dégourdie. Le choix de Mel Gibson d'engager Sophie Marceau est une plutôt bonne idée, c'est une belle femme, elle est française, ça se tient. Le seul léger défaut, c'est qu'Isabelle de France devait être blonde, alors que Sophie Marceau est brune. Oui, parce que tous les Capétiens étaient blonds, ou presque, aux yeux bleus. J'aurais pu être capétien. Non, le seul véritable problème, c'est qu'Isabelle de France, elle est née en 1295, c'est-à-dire 25 ans après William Wallace, déjà, et 2 ans avant Stirling. Ça veut dire que pendant la prise de York, elle a quoi, 3-4 ans ? On a vu mieux pour les pourparlers. Elle n'est pas venue en Angleterre avant 1308. Ça n'a aucun sens. Alors maintenant, grâce à Mel Gibson, vous allez penser que William Wallace est le plus gros pédophile de l'histoire de l'Écosse. Puisqu'il est méchant, Édouard, il est radin aussi. Il râle quand il apprend qu'Isabelle a donné l'or aux pauvres. Si Isabelle de France avait donné de l'or aux pauvres, jamais Édouard Ier n'aurait râlé. Édouard Ier, enfin le vrai Édouard Ier, Édouard Ier c'était un mec très chevaleresque, très pieux et qui donnait énormément aux pauvres. Donc faut arrêter de le faire passer pour le dernier des enfoirés en permanence, pour le dernier des gros machos genre femelle. Sachant que dans l'histoire, c'est bien cette femelle qui est une garce. Beaucoup plus tard, elle va convaincre son fils de tuer son mari, c'est-à-dire le père de son fils, et elle va même convaincre son fils de mener une expédition contre qui ? L'Écosse. Donc la méchante dans l'histoire, c'est plutôt elle. Pour parfaire le cliché, la gentille princesse donne rendez-vous au héros parce qu'elle est amoureuse. On ne couche pas avec une gamine de moins de 10 ans qui n'est encore jamais venue dans ton pays, dans lequel tu n'es même pas pour le moment, même si apparemment elle a loué une très jolie chambre d'hôte façon bergerie typique des Highlands, Et puis même tu vas pas à un rencard 3 heures après avoir brûlé des mecs dans une grange. Furieuse de ne pouvoir sauver Wallace, elle dit à son beau-père mourant que l'enfant qu'elle porte est de Wallace. Il est difficile, quand on est une gamine de 10 ans, qu'on habite à Paris, de faire croire à son futur beau-père qu'on ne rencontrera que 3 ans plus tard, et qui habite à Londres, que l'enfant dont on va accoucher dans 7 ans est le fils d'un homme qu'on n'a potentiellement jamais connu. Et puisqu'on est dans un film américain, le méchant meurt au même moment que le gentil. Ça tombe bien. Édouard Ier ne meurt absolument pas en même temps que William Wallace, il meurt 2 ans après, de dysenterie en allant combattre les Écossais. La dysenterie c'est assez dégueulasse, globalement c'est qu'il a une grosse diarrhée. Ce film véhicule beaucoup de conneries. Randall Wallace, le scénariste, il s'est justifié en disant qu'il s'était inspiré d'un poème du XVe siècle, The Wallace, écrit par Blind Harry. Il a dit que peu lui importait la véracité du texte,
Ce qui était majeur pour lui, c'est que ce texte l'avait touché. William Wallace, c'est peut-être un héros, mais c'est surtout un chef de guerre, un brigand, un guerriero. Il a combattu pour son pays, mais il a commis beaucoup d'atrocités. Et c'est son martyre qui a fait le plus pour sa légende, pas ses actes. Le véritable héros national à l'époque, c'est pas lui, malgré son soulèvement, ses origines de basse extraction et son exécution. Non, le véritable héros de l'époque, c'est Robert de Bruce. C'est lui le véritable Braveheart. Même le titre du film est erroné. Mais pour en revenir au film, personnellement je l'adore. Parce que les paysages sont splendides, parce que les hommes y sont rudes, parce que les musiques de James Horner sont magnifiques, parce que les valeurs y sont héroïques et guerrières. C'est un peu comme un film de KPDP. On s'en fout de savoir que c'est faux. Ça nous fait juste rêver et c'est ça l'essentiel, c'est pour ça qu'on les regarde ces films. Alors ne regardez pas ce film pour sa véracité historique, pour son analyse historiographique, c'est de la merde. Non, regardez-le pour le plaisir.